Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Troisième Œil, une radio affiliée à l'Université catholique de l'Ouest, Bretagne Sud. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Collat, agrégé et docteur en histoire. Bonjour Monsieur Collat. Bonjour. Vous êtes également chargé d'enseignement en géopolitique et conférencier spécialisé sur le Moyen-Orient et la Russie. Enfin, vous êtes chercheur associé au CERHIO Lorient, qui est une équipe de recherche du CNRS. On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre d'une émission sur l'Iran. Nous viendrons aborder le sujet de son histoire, sa politique intérieure et extérieure. Je souhaite également la bienvenue à mes deux collaborateurs, Thomas et Marie. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, il convient de réaliser une introduction pour poser un contexte global sur l'évolution de l'Iran. L'Iran, anciennement appelé la Perse, est un pays du Moyen-Orient à majorité chiite. À l'origine dominé par la famille des Pahlavis, le pays s'est modernisé en suivant le chemin de l'occidentalisme. Malgré l'évolution économique et sociale du pays qui permet au Shah de se positionner comme un des grands acteurs du monde, une majorité de la population reste dans la souffrance sociale, entraînant la recrudescence de tensions. C'est donc dans ce contexte que les religieux profitent de cette situation pour instrumentaliser la révolte à leur profit. La révolte gagnant en intensité, elle se transforme en révolution. Le Shah, face à la révolte, fuit le pays, permettant l'ayatollah Khomeini d'installer la République islamique d'Iran, approuvée quelques temps plus tard par un référendum. C'est le début d'une nouvelle Iran, sous la coupe des religieux chiites. Tout de suite, de nouveaux rapports s'engagent avec l'Occident, après la prise de l'ambassade américaine à Téhéran. Dans le même temps, l'Iran se positionne comme une nouvelle puissance religieuse, marquant un fossé profond avec les diverses monarchies du Golfe, et entamant ce que des spécialistes appellent une nouvelle guerre froide. Aujourd'hui, contraint à des sanctions économiques lourdes, le pays sombre économiquement tout en maintenant des prétentions diplomatiques sur une partie du Moyen-Orient. Nous nous demanderons donc comment l'Iran s'est-elle construit depuis l'arrivée au pouvoir de Reza Shah. Quelle est la stratégie de l'actuel régime pour maintenir son développement économique et diplomatique? Toute une série de questions pour mieux comprendre l'Iran contemporaine, loin de toute considération politique. Thomas, je te laisse. Bonjour Monsieur Collat. Avant de commencer à réellement parler de l'Iran, pouvez-vous nous faire un bref rappel sur l'évolution des mentalités au Moyen-Orient à partir du XIXe siècle, avec l'émergence du coup d'un courant occidentaliste face aux traditionalistes, et en quoi cette évolution a été déterminante pour le futur des pays du Moyen-Orient? Oui, alors le point de départ, en fait, c'est l'intervention française avec Bonaparte en Égypte, dans l'extrême fin du XVIIIe siècle, avec le débarquement des troupes françaises en Égypte, qui subitement confronte les populations du Moyen-Orient à la modernisation et à l'écart qui s'est instauré entre l'état dans lequel ils constatent qu'ils sont, alors qu'ils étaient persuadés d'être toujours la grande puissance du XVe siècle ou du XVIe siècle, et le progrès technique que montrent les Français. Alors ça conduit à s'interroger, pour les élites bien sûr, du Moyen-Orient, sur les solutions à envisager pour combler cet écart. Et il y a deux courants qui se dessinent. Il y a une partie de l'élite qui considère que la seule solution pour combler l'écart, et que même l'explication de l'écart tient dans le fait que le Moyen-Orient aurait abandonné une pratique pure de l'islam, et donc leur préconisation, c'est le retour à une pratique pure et ancestrale de l'islam. Et puis, il y a une autre partie des notables qui, eux, préconisent une occidentalisation, c'est-à-dire de copier l'Occident pour se moderniser et retrouver la grandeur passée. D'accord, ok. Donc du coup, il y a en Iran un choix qui va se faire à partir du coup du début du XXe siècle, avec du coup les Pahlavis qui vont prendre le pouvoir, notamment Reza Pahlavi. Il adopte ce courant occidentaliste, mais quelles vont être du coup ses réussites à la tête du pays iranien? Alors effectivement, en Iran, ça prend un peu de temps. En Iran, parce que l'Iran est un pays particulièrement isolé, qui n'appartenait pas à l'Empire ottoman et qui n'est pas concerné par les évolutions du XIXe siècle. En revanche, après la Première Guerre mondiale, en 1925, un colonel de la garde du roi d'Iran fait un coup d'État
donc Reza, effectivement, Pahlavi, qui va créer la dynastie Pahlavi et qui va entraîner son pays dans une modernisation à marche forcée. Alors, modernisation sociétale, puisqu'on va voir des mesures pour occidentaliser à la fois les comportements, les habits des hommes, les habits des femmes qui doivent se dévoiler, un développement de la scolarisation et de l'éducation, et puis aussi une accélération du processus d'industrialisation. Et la réussite est frappante entre 1935 et 1939, puisque ce pays, en très peu de temps, en fait, en une dizaine d'années, est parvenu à commencer à construire les débuts d'une industrie, alors plutôt d'une industrie tournant autour de l'utilisation des ressources pétrolières. Et puis surtout, alors, il s'agit d'une dictature, avec des mesures extrêmement autoritaires, à une occidentalisation de la société. Et une marginalisation de l'Église, de la foi, qui doit désormais être cantonnée à la sphère privée. Et en particulier, il y a une réduction considérable du pouvoir des ayatollahs, le clergé chiite, qui était omniprésent en Iran. D'accord, écoutez, merci. Vous répondez à une partie de ma prochaine question, puisque donc, vous avez cité des avantages liés à l'occidentalisation du coup du pays, mais en fait, qu'est-ce qui peut expliquer un bouleversement, des tensions sociales énormes à partir du coup qui émergent à partir notamment des années 70, notamment au moment où c'est Mohammad Reza Shah qui prend le pouvoir? Alors attendez, parce que là vous brûlez les étapes. Les réformes qui ont été mises en place par le père, Reza Shah, sont annulées pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Anglais et les Russes, d'un commun accord, par peur que Reza Shah se range du côté des nazis, le destituent, occupent le pays, les Russes occupant la partie nord et les Anglais occupant la partie sud du pays. Alors, pour montrer qu'ils ne bouleversent pas le pouvoir politique, ils confient le pouvoir au jeune Mohamed Pahlavi, donc le fils de Reza. Mais de fait, en 1945-1946, le pays est en grande partie revenu à la situation dans laquelle il était en 1925. Et il faudra attendre un coup d'État commis avec l'aide de la CIA en 1953 pour que le jeune Pahlavi assure véritablement le pouvoir et relance à partir de 1958 une politique identique à celle de son père, mais qui va aller beaucoup plus loin, puisque en 1970, en effet, l'Iran est en passe de devenir une grande puissance, un pays émergent, comme on dit aujourd'hui, une grande puissance économique. Et à nouveau, les réformes sociétales qu'il a reprises de son père. Alors, pourquoi les choses se gâtent ? Eh bien, c'est assez extraordinaire, en fait, parce que l'Iran va être victime de son succès, ou la politique menée par le Shah va être victime de son succès. Il y a une telle accélération du développement industriel, une telle accélération de l'exode rural, avec la modernisation des campagnes et l'exode, notamment vers Téhéran, de la population rurale, qu'on assiste à un engorgement, en fait. Alors, un engorgement sur deux points précis. Les entreprises ne parviennent plus à suivre la modernisation, et en particulier, alors je cite toujours cet exemple parce qu'il est assez frappant, qu'on assiste au large des ports de l'Iran à une file de navires qui viennent livrer à l'Iran des pièces de haute technologie en particulier que l'Iran a achetées dans le monde occidental, mais qui ne sont pas déchargés parce que les entreprises n'arrivent plus à suivre la rapidité du développement. Et d'autre part, cet exode rural extrêmement important permet aux Iraniens de trouver du travail sans problème, puisque l'industrialisation est en pleine explosion. En revanche, ils ne trouvent pas de logement.
parce que les constructions de logements n'arrivent pas, elles non plus, à suivre l'accélération du processus, et on voit se développer, notamment au sud de Téhéran, toute une série de bidonvilles. Et quand on cumule les deux, c'est-à-dire le fait que l'industrie étant paralysée par ses réussites, d'une certaine façon, les Iraniens ne voient plus la modernisation de leur vie quotidienne, puisque les entreprises n'arrivent plus à livrer, à satisfaire les besoins manifestés par la population en biens de consommation courante. Et d'autre part, on a un mécontentement social du fait des conditions de vie dans ces bidonvilles. Et donc, après une période des années 60 jusqu'en 1972-73, où les Iraniens ont le sentiment d'une nette amélioration de leurs conditions de vie, à partir de 1972-73, ils ont à l'inverse le sentiment d'une détérioration de leurs conditions de vie. Et la dictature, qui est encore plus dure avec le fils qu'avec le père, qui était supportée lorsqu'il y avait une amélioration des conditions de vie, devient insupportable quand les conditions se dégradent. Et c'est dans ce contexte que les ayatollahs, qui depuis le début sont bien sûr opposés à la politique menée par le Shah d'Iran, les ayatollahs vont relancer la lutte contre le pouvoir, parce que ce pouvoir les a brimés. Un certain nombre ont été expulsés ou emprisonnés, dont l'ayatollah Khomeini, et surtout les terres dont ils étaient propriétaires, les ayatollahs, ont été saisis par le pouvoir pour être distribués aux paysans. Et donc les ayatollahs profitent de cette fragilisation à partir de 1974 du pouvoir pour lever la population, en fait, petit à petit, par un travail de propagande extrêmement important sur le thème si les choses se dégradent, c'est parce qu'on suit une politique occidentale, parce qu'on suit le modèle américain. Si on revenait à une pratique du Coran, du chiisme pur, eh bien, les choses iraient mieux. Voilà. Merci. Vous nous avez dit que la CIA avait donc joué un rôle dans l'histoire, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, quelle a été par exemple leur place dans la Révolution, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus historiquement quelle a été tout simplement la place de l'Occident dans l'histoire plutôt contemporaine de l'Iran et même plus longue? Et est-ce que ça peut expliquer un peu la méfiance des Iraniens à notre égard et pourquoi en fait a-t-on joué ce rôle et les États-Unis ont-ils joué ce rôle? Alors, l'Iran est un pays de ressources pétrolières et surtout de ressources gazières considérables. Et donc, dès les années 20, il intéresse beaucoup les pays occidentaux en raison de l'importance de ces ressources en hydrocarbures. La politique menée par le père dans les années 20 et dans les années 30 est financée par les taxes que les entreprises anglaises qui exploitent le pétrole iranien versent à l'État iranien. Reza Shah a négocié de façon assez rude avec les entreprises britanniques un versement de taxes qui vont permettre la modernisation et l'industrialisation de l'Iran que j'évoquais tout à l'heure. En 1950, l'Iran étant redevenu un pays pauvre, un premier ministre qui s'appelle Mossadegh va avoir l'idée de nationaliser les ressources en hydrocarbures, donc de saisir les entreprises qui sont gérées par les Britanniques, avec l'idée que ainsi ce n'est plus l'apport des taxes qui alimenterait les caisses de l'État, mais la totalité de la ressource en hydrocarbures. Alors ça ne va pas marcher puisque d'une part, en 1950-52, les Iraniens ne sont pas en capacité d'exploiter professionnellement, je dirais techniquement, les gisements par eux-mêmes. Les Anglais se retirant après cette nationalisation
les entreprises ne produisent plus de pétrole, et la misère est encore plus grande. La crainte qui est alors celle des Occidentaux, c'est que la population, très mécontente et qui multiplie les manifestations en 1953 contre le gouvernement iranien, la crainte est que ce pays bascule dans le camp soviétique. On est en pleine guerre froide, on a une frontière entre l'Iran et le bloc soviétique, et c'est ce qui va conduire les Américains à décider d'aider un coup d'État pour éviter le basculement dans le camp soviétique et pour assurer l'ancrage de l'Iran dans le camp occidental. Au passage, d'ailleurs, les Américains en profitent pour évincer les Anglais de l'exploitation du pétrole et substituer aux entreprises anglaises les entreprises pétrolières américaines. Ensuite, alors le Shah, le fils, va négocier encore plus durement avec les compagnies américaines les conditions de reversement d'une part des profits de l'exploitation pétrolière à l'État iranien. On arrive à 50% de reverser à l'État iranien. Et c'est bien sûr ces sommes d'argent considérables qui vont permettre à l'Iran le développement fabuleux et extrêmement rapide qui se produit dans les années 60 et au début des années 70, que j'ai évoqué précédemment. Alors ensuite, où les choses vont se compliquer, c'est que devant les difficultés sociales qui commencent à apparaître, le Shah d'Iran est persuadé qu'il faudrait augmenter encore l'apport des revenus pétroliers dans les caisses de l'État pour surmonter les difficultés, surmonter en particulier les difficultés liées au bidonville, à l'absence de rapidité de construction de logements pour les paysans issus de l'exode rural, etc. Et donc il va, à partir de 1973, quand l'OPEP demande la hausse du prix du pétrole, il va faire partie, bien qu'étant un allié inconditionnel des États-Unis, du chef d'État qui va le plus insister pour faire monter le prix du pétrole. Ce qui, bien sûr, dessert les États-Unis et heurte les États-Unis. Et d'autre part, il y a une sorte d'emballement du gouvernement iranien devant les réussites des années 60. L'Iran a bâti une armée puissante avec des armements américains. Le développement industriel est très important, je n'y reviens pas. Et on a des discours du Shah en particulier qui se positionnent comme la future grande puissance du Moyen-Orient et qui se positionnent même comme l'une des futures grandes puissances mondiales, ce qui irrite aussi particulièrement les Américains. Et c'est pourquoi que dans les troubles qui naissent à partir de 1977, 1978, où le Shah réprime de façon féroce, où la police iranienne a recours, outre aux violences contre les manifestants, à la torture des prisonniers. On va avoir à la fois une campagne qui va se développer en Occident sur la tyrannie du Shah, sur les atteintes aux droits de l'homme, mais qui sont en fait d'une certaine façon des prétextes, parce que les Américains sont exaspérés par le Shah, ou que les Français, en particulier le président français à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, est aussi exaspéré par la hauteur un peu méprisante du Shah à son encontre. Ce sont un peu des prétextes pour se débarrasser d'un chef d'État qui les gêne pour différentes raisons. Ce qui va conduire, alors le Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, le reconnaîtra quelques années plus tard, en reconnaissant une grave erreur, ce qui va conduire les Américains à ne pas soutenir le gouvernement de l'Iran face aux troubles
de plus en plus important en 1978, et qui va même conduire, au-delà de ça, la CIA à clandestinement, discrètement, plutôt soutenir les ayatollahs. Grave erreur, bien sûr, dont ils s'apercevront très vite. Donc après la révolution la République islamique se met en place. Toutefois, de notre vision occidentale, le système politique iranien est assez complexe. La République islamique possède en effet un président, mais qui n'est pas le chef de l'État et ne possède qu'une seule partie du pouvoir exécutif, ce qui semble assez paradoxal lorsqu'on évoque le mot république. Alors, pouvez-vous nous éclairer dans les grandes lignes sur les institutions iraniennes pour comprendre qui dirige le pays ? Alors avant cela, il faut préciser que l'erreur des Américains est d'autant plus grave d'avoir soutenu les ayatollahs que le principal ayatollah, le guide, donc l'ayatollah Khomeini, qui est en exil en France, avait en 1960, avant d'être expulsé d'Iran, écrit son programme dans un livre qui était parfaitement accessible, qui s'appelait La Révolution islamique, qui était un programme et un projet d'institution. Dans ce livre, il expliquait en particulier que le pouvoir réel ne pouvait être assumé que par les ayatollahs parce que c'était eux qui détenaient la vérité et puis qui détenaient également le lien éventuellement avec ce que les Iraniens, les chiites appellent l'imam caché, donc le 12e imam. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont un peu compliqués, mais pour faire simple, il y a l'idée que le guide reçoit directement des informations de cet imam caché et que c'est ce qui lui donne la supériorité et la légitimité réelle. Donc effectivement, dès que Khomeini va arriver au pouvoir, donc le Shah quitte l'Iran début du mois de janvier 1979, Khomeini arrive à Téhéran à la fin du mois de janvier 1979, il va immédiatement, durant l'année 1979 et durant l'année 1980, mettre en place son programme. Alors avec des institutions qui sont bicéphales, on pourrait dire. D'un côté, il y a des institutions largement inspirées d'ailleurs de la Constitution de la Ve République française, qui sont l'aspect démocratique, entre guillemets, des institutions iraniennes. Donc un président de la République élu au suffrage universel, les prochaines élections ont lieu le 18 juin 2021, un parlement élu au suffrage universel et un gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Donc ça, c'est les aspects démocratiques. Alors démocratique entre guillemets, je vais y revenir. Et puis à côté, on a des institutions qui sont purement religieuses. Alors au-dessus de la Constitution, le guide, donc Khomeini de 1979 à 1989 et depuis la mort de Khomeini, l'actuel guide qui est Ramenei, donc qui est au-dessus, parce qu'il a cette légitimité de recevoir les messages de l'imam caché. Et puis, on a un conseil des ayatollahs. C'est ce conseil, d'ailleurs, qui désigne le guide. Et puis, un certain nombre de secteurs des institutions qui sont nécessairement gérés par un ayatollah. La justice, par exemple, le ministère de la Justice, est obligatoirement un ayatollah, puisque la justice est basée sur la charia. Mais il y a également un conseil des gardiens de la Révolution qui intervient au niveau de la défense. Et démocratique entre guillemets, parce que les élections sont au suffrage universel, mais pour pouvoir candidater aux élections présidentielles ou pour pouvoir candidater aux élections à l'Assemblée, il faut avoir l'autorisation du Conseil des ayatollahs. Et on ne peut pas avoir un candidat qui serait hostile aux institutions actuelles de l'Iran qui puisse avoir le droit de se présenter aux élections. Donc on a des tendances différentes, on y reviendra peut-être selon vos questions. Il y a des véritables rivalités de pouvoir, il y a un véritable choix au moment des élections, mais un choix à l'intérieur de gens qui sont tous
des partisans, pour cause des institutions qui ont été instaurées par l'ayatollah Khomeini à partir de 1979. Donc, merci à vous. Vous avez parlé de ce qu'a installé l'ayatollah Khomeini dès sa prise de pouvoir. Et il y a autre chose qu'il a mis en place, c'est le corps des gardiens de la Révolution. Donc, ils ont été formés à partir de quelques groupuscules armés de son entourage et c'est devenu une véritable milice particulièrement dévouée à la défense du nouveau régime. Aujourd'hui, les gardiens de la Révolution se comptent au nombre d'environ 120 000 hommes. Et leur objectif, selon la Constitution de la République islamique, c'est, je cite, « la protection de la Révolution et ses résultats ». Cependant, aujourd'hui, il semble qu'ils ne se contentent plus à cette unique fonction. Alors, quelle importance ont les gardiens de la Révolution dans la vie iranienne et quel est leur rôle au sein du système politique iranien, finalement ? Alors pour bien comprendre cette situation, il y a effectivement à l'origine ce que vous avez évoqué, la création en même temps que les institutions de la Révolution ou de la République islamique, des gardiens de la Révolution dont le rôle est de protéger effectivement la Révolution. Ça apparaît dès 1979-1980. Mais ce qui est le plus important, c'est que de 1980 à 1988, l'Iran va connaître une guerre extrêmement importante face à l'Irak. Les Occidentaux d'ailleurs aidant l'Irak, les Occidentaux qui se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur en permettant à l'ayatollah de venir au pouvoir à la place du Shah, aident l'Irak dans cette guerre de 80 à 88. Et l'armée iranienne, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très puissante du temps du Shah, se trouve démunie puisque c'était une armée dotée de matériel américain. Les pièces de rechange, bien sûr, n'arrivent plus. Et donc les avions, par exemple, qui étaient une des forces qu'avait développé le Shah, sont cloués au sol. Et donc les gardiens de la Révolution vont devenir les éléments actifs, combattants les plus efficaces sur le front face à l'Irak. Et au-delà du rôle que les institutions confiaient aux gardiens de la Révolution, ça va donner un prestige aux gardiens de la Révolution et ça va leur donner un poids lié à ce rôle. Ce sont des héros à la fin de la guerre. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour sauver l'Iran. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays où il y a un véritable nationalisme perse, qui ont vécu l'agression de l'Irak comme l'agression de Perses chiites par des Arabes sunnites. Il y a donc une véritable mobilisation de la population iranienne autour des ayatollahs et les gardiens de la Révolution sortent de la guerre en 88 auréolés à la fois des sacrifices qu'ils ont faits et en grande partie de la victoire. Quelqu'un comme le général Soleimani, qui a été assassiné par les Américains, mais qui était une très forte personnalité juste auparavant, et quelqu'un qui a commencé comme simple soldat dans les gardiens de la Révolution en 1980, et qui finit commandant couvert de gloire en 1988, qui va être le début de son ascension à la fois dans cette armée parallèle en fait des gardiens de la Révolution et dans le pouvoir. Aujourd'hui, les gardiens de la Révolution sont une armée parallèle, sont mieux équipés que l'armée officielle de l'État iranien. Et ces gardiens de la Révolution sont présents en Irak, au Liban, en Syrie. C'est en grande partie au sol les troupes qui ont permis à Bachar al-Assad de gagner la guerre en Syrie. Dans le ciel, c'est les Russes, mais au sol, ce sont les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution sont vraisemblablement aussi présents au Yémen. Et puis, bien sûr, ils sont très actifs en Iran, dans leur rôle de gardien des institutions révolutionnaires. Donc ils ont un rôle qui est devenu de plus en plus important et qui dépasse largement ce
qu'à l'origine, il devait être. Dans les élections présidentielles qui se profilent pour le mois de juin 2021, il y a 3 candidats qui sont les 3 qui peuvent éventuellement faire des voix de manière importante et être 3 candidats sérieux à ces élections. Le candidat faucon, comme l'on dit, ou le candidat dur, qui a d'ailleurs, dans l'état actuel de l'opinion, le plus de chances de l'emporter, c'est un ancien commandant des gardiens de la Révolution. Qui est devenu une personnalité importante dans le monde politique iranien, après avoir été maire de la ville de Téhéran et en étant actuellement le président du Parlement. Donc on voit bien ce poids tout à fait considérable des gardiens de la Révolution dans la vie politique iranienne. D'accord, merci. En parallèle du coup du poids et de la puissance que prenaient les gardiens de la Révolution, il y a aussi les ayatollahs qui ont cherché à augmenter leur marge de contrôle de la société. Et elles l'ont fait notamment au titre de la guerre d'Irak. Oui. Comment ça s'est procédé ? Qu'est-ce qui a permis en fait justement aux ayatollahs de prendre un tel contrôle au final sur la société civile ? Trois choses, hein, très, très simplement. Il n'y a rien qui empêche un ayatollah d'exercer des activités professionnelles, parallèlement à son rôle d'ayatollah. Et donc pendant la guerre, on a eu... alors il y a une forte répression qui commence dès 1979 et qui va s'amplifier pendant la guerre de tous les opposants aux ayatollahs. Donc déjà, il y a une partie des cadres de l'économie et du pays qui sont éliminés physiquement. Et il y a une autre partie des cadres de l'économie qui vont être envoyés sur le front pour se battre contre les Irakiens. Et à chaque fois, ce vide créé soit par la répression, soit par la guerre, est comblé par des ayatollahs. Donc à la fin de la guerre, en 1988, la plupart des secteurs de l'économie iranienne sont contrôlés par des ayatollahs. Les grands patrons sont des ayatollahs. On a le même phénomène au niveau militaire, puisque au fur et à mesure du déroulement de la guerre, ce sont des ayatollahs qui vont être nommés à la tête de l'armée. Rafsanjani, par exemple, qui a été par la suite président de la République iranienne, qui était un proche de l'ayatollah Khomeini, qui avait été un de ses élèves dans les cours de théologie que donnait l'ayatollah Khomeini avant son expulsion d'Iran. Rafsanjani est le chef d'état-major général de l'armée iranienne en 1988. Par exemple. Et puis le troisième phénomène, c'est que cette guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, va souder la population dans une résistance nationaliste face à une invasion étrangère, va souder la population autour des ayatollahs, autour du guide. Et comme la guerre finit par se terminer bien pour l'Iran, la population est reconnaissante aux ayatollahs de les avoir sauvés de la menace arabe, irakienne, et de la menace occidentale, puisque l'Irak étant soutenu à la fois par la France, les États-Unis, etc., les Iraniens envisageaient cette guerre aussi comme une tentative occidentale de les priver du choix qu'ils avaient fait de leur mode de vie politique. Très bien. Écoutez, merci pour cette réponse. J'ai une autre question, mais qui cette fois-ci va porter depuis la fin de la guerre d'Irak jusqu'aux années 2000. En réalité, on n'a pas beaucoup entendu parler de l'Iran dans cette période-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur la place diplomatique qu'a eu l'Iran entre la période 88-2000 voilà. Alors tout d'abord, dès que la guerre est terminée, c'est-à-dire dès 1989-1990, s'appuyant sur la connaissance, l'expérimentation, le passé industriel que par 2 fois l'Iran avait su développer, dans les années 20 et 30 et dans les années 60 et au début des années 70, très vite, l'industrialisation de l'Iran redémarre. Et donc très vite, l'Iran remplit de nouveau les conditions, c'est-à-dire en 2000 en fait, remplit de nouveau les conditions d'être une puissance émergente pour le Moyen-Orient.
avec une exploitation des hydrocarbures qui, cette fois, est une exploitation iranienne, puisque tous les gisements ont été nationalisés et appartiennent à l'État iranien. Donc ils peuvent développer de nouveau leur économie en le finançant par l'exportation d'hydrocarbures dans des époques où les cours des hydrocarbures sont élevés. Deuxième point, l'ayatollah Khomeini, d'emblée, avait expliqué que la révolution islamique, et donc la république islamique qu'il avait instaurée, devait être un modèle de développement pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Alors bien sûr, c'est un peu compliqué, il va très vite comprendre les limites de cette ambition, puisqu'il s'agit d'un pays perse chiite, minorité à l'intérieur de l'islam, 15% à peu près des pratiquants, qui souhaitent devenir le modèle de développement pour l'ensemble du Moyen-Orient, c'est-à-dire pour une majorité arabe et sunnite. C'est une ambition audacieuse qui se heurte vite à un certain nombre de limites. C'est la raison pour laquelle, de façon à trouver un argument qui puisse permettre à l'Iran de devenir leader du monde musulman, malgré qu'il soit chiite, les Iraniens vont développer des discours et une politique particulièrement hostile à Israël, alors que le Shah était un allié d'Israël, de façon à devenir le leader de la rue arabe dans la défense des Palestiniens contre Israël. Alors ça marche d'ailleurs, hein, puisqu'à chaque fois qu'on a des discours, ce sera le cas en particulier lorsque Ahmadinejad sera président, à chaque fois qu'on a des discours très haineux, très hostiles à Israël, on a dans les rues arabes, comme l'on dit, la foule qui descend pour applaudir ces discours, y compris dans un pays comme le Maroc, qui est un pays plutôt modéré à l'intérieur du monde musulman. Et puis, d'autre part, troisième élément, l'Iran va réaffirmer sa volonté d'être une grande puissance du Moyen-Orient. Donc de ce point de vue, elle réaffirme ce que le Shah avait lui-même proposé dans les années 1970. Elle réaffirme la volonté d'être une grande puissance du Moyen-Orient et par conséquent se heurte nécessairement à l'autre pays qui a cette volonté d'être une puissance au Moyen-Orient, qui est l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de critiques très virulentes de l'ayatollah Khomeini et depuis des différents gouvernements iraniens sur le traitement des femmes en Arabie saoudite, parce que certes, les femmes en Iran doivent être voilées, mais elles ont beaucoup plus d'accès à l'université, à des fonctions politiques, à des fonctions à la tête des entreprises, etc., qu'en Arabie saoudite. Et puis, il y a beaucoup de critiques sur la gestion par l'Arabie saoudite de la Mecque, du pèlerinage de la Mecque. Les Iraniens expliquant que les Saoudiens sont des décadents, sont des mauvais musulmans, que la famille des Ibn Saoud consomme de l'alcool, etc., etc. Et donc, il y a une rivalité. En fait, la rivalité entre les sunnites et les chiites, qui avait été très forte au 7e ou au 8e siècle, qui avait pratiquement complètement disparu depuis le 9e siècle, ressurgit avec l'arrivée des ayatollahs au pouvoir, et ressurgit surtout avec cette volonté de l'Iran d'être une grande puissance régionale, ce qui est inadmissible aux yeux des Saoudiens, qui relancent donc cette guerre entre sunnites et chiites, avec cette volonté de détruire l'Iran ou d'empêcher l'Iran de devenir une grande puissance régionale. Ok, bon, bah écoutez, merci. Alors, je pense qu'on va plutôt partir maintenant sur de l'actualité. On aura l'occasion de revenir sur la question du développement de l'Iran dans les années 2000, 2010, au cours des questions qui vont suivre. Alors moi, la question que je vais vous poser, très actualité, et vous avez évoqué ça tout à l'heure, c'était l'élection présidentielle iranienne. Elle approche maintenant à grands pas. On a vu du coup le camp ultra-conservateur gagner en importance, notamment au sein de l'appareil politique, avec le Conseil des gardiens de la Révolution.
qui permet, comme vous l'avez dit, de refuser des candidatures politiques. Peut-on assister à une nouvelle tentative de trucage de l'élection comme avec Ahmadinejad ? Est-ce que déjà vous pouvez nous faire un petit rappel sur la personne d'Ahmadinejad ? Comment est-ce qu'il arrive au pouvoir, son programme ? Et enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ces élections, elles ont un caractère, disons, déterminant pour le maintien de stabilité régionale ? Alors en ce qui concerne Ahmadinejad, sa première apparition sur la scène internationale, c'est la prise d'otage à l'ambassade américaine, que vous avez évoqué, Benjamin, dans votre introduction, puisqu'il est à la tête des étudiants qui vont prendre d'assaut l'ambassade américaine. Ensuite, pendant la guerre de 80-88, Ahmadinejad va devenir petit à petit un responsable d'une autre force paramilitaire iranienne, qui n'est pas celle des gardiens de la Révolution, qui ne se bat pas sur le front contre l'Irak, mais qui se bat contre l'ennemi de l'intérieur. Alors c'est ce qu'on appelle assez souvent les passedarans, qui sont eux chargés d'éliminer l'opposition dans les années 80-88, d'éliminer le parti communiste iranien que le Shah n'avait pas complètement éliminé, et de façon générale les opposants également de contrôler la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran. Et une fois la guerre terminée, alors, Ahmadinejad est d'une certaine façon aussi un héros de la guerre, même s'il n'a pas combattu lui sur le front. Il va commencer une carrière politique qui va l'amener à devenir maire de Téhéran pendant 2 mandats. Et à la tête de Téhéran, il va mettre en place une politique très favorable aux plus pauvres, aux plus démunis, très favorable aux gens qui habitaient dans les bidonvilles. Il va mettre en place une grande politique de construction, d'urbanisme qui va permettre de résoudre le problème de logement pour les plus pauvres, et c'est ce qui va lui permettre d'accéder au pouvoir, d'être élu quand il va se présenter. Alors effectivement, Ahmadinejad est un conservateur, c'est un dur, parce que les ayatollahs qui ont un pouvoir bien installé depuis 1988, se sont embourgeoisés, je dirais, entre guillemets. Ils sont devenus chefs d'entreprise, ils contrôlent l'économie, donc il y a un enrichissement, etc. Et des gens comme Ahmadinejad considèrent que ces ayatollahs trahissent les idéaux qui étaient ceux de l'origine, qui étaient ceux en particulier de Khomeini. Et ils veulent donc une politique de retour à une pureté supposée de Khomeini et de ses compagnons, donc une politique d'austérité d'une certaine façon du comportement des élites, et une politique aussi d'application très rigoureuse des règles sociétales de l'islam. La charia, la couverture des femmes, si je puis dire, l'interdiction de relations sexuelles avant le mariage, bon, etc., etc. Et puis une politique extrêmement hostile à Israël, avec des propos antisémites très proches en fait de ce qu'on pouvait trouver dans la bouche de certains dirigeants nazis. Ça allait jusque-là. Et puis également une politique de développement de l'arme nucléaire, parce que considère à la fois que l'arme nucléaire sera l'outil pour vaincre Israël, et il n'exclut pas de l'utiliser dans ses discours, il parle de rayer de la carte Israël, et sera aussi l'outil qui permettra à l'Iran d'être la grande puissance du monde musulman, puisque ça serait le premier pays se dotant par lui-même d'un armement nucléaire. Donc voilà pour Ahmadinejad. Alors aujourd'hui, dans les élections qui se profilent, on a effectivement depuis plusieurs mois, même depuis 3-4 ans, le président actuel qui termine son mandat, le président Rouhani, était un modéré. Le président Rouhani avait connu un succès important avec la négociation aboutie avec les Américains, avec Obama, pour mettre fin aux sanctions dont l'Iran
était victime en raison de son programme nucléaire, et pour réintégrer d'une certaine façon l'Iran dans le jeu international. Le président Trump, dénonçant d'emblée, dès son arrivée au pouvoir en 2017, cet accord, relançant les sanctions contre l'Iran, a desservi Rouhani, bien évidemment, puisque en fait la politique modérée trouvait ses limites ou était en échec, et en parallèle, les conservateurs, petit à petit, ont pris de plus en plus de poids, de nouveau, et ça a encore été renforcé par les décisions du président Trump, l'assassinat du général Soleimani, le chef des gardiens de la Révolution, qui était considéré comme un héros national en Iran. Il y avait son portrait partout, parce que non seulement c'était un héros de la guerre contre l'Irak, mais c'était aussi un héros de la guerre en Syrie, c'était aussi un héros de la présence de l'Iran au Liban, etc. Avec une présence d'ailleurs physique très importante de Soleimani au Liban, en Irak et en Syrie. A donné des arguments aux radicaux, et plus récemment l'assassinat de l'un des principaux ingénieurs atomistes iraniens commis à Téhéran, mais alors par le truchement du Mossad, donc des services secrets israéliens, mais avec l'aide des Américains, a renforcé encore le poids des conservateurs. Donc les conservateurs, pour l'instant, je dirais, surfent à la fois sur le mécontentement de la population, mécontentement en partie lié à l'importance des sanctions dont l'Iran est victime et aux retombées sur la vie quotidienne des Iraniens, bien évidemment, mais aussi surfent à nouveau sur ce nationalisme iranien, je serais tenté de dire ce nationalisme persan, qui est particulièrement exaspéré à la fois par le rejet dont l'Iran est victime de la part des Occidentaux, mais aussi par le fait que les Occidentaux se rangent du coup systématiquement aux côtés de leur ennemi saoudien, aux côtés de l'Arabie saoudite. Et donc dans la perspective des élections du mois de juin, alors je vous l'ai dit, il y a trois candidats sérieux. Il y a un candidat modéré qui s'appelle Reja Arif, Mohamed Reja Arif, qui est un vrai modéré, qui est quelqu'un un disciple de Rouhani, du président actuel. Il y a un autre candidat qui est présenté comme modéré, qui est Hari Larijani. Hari Larijani, c'est un ancien général de la guerre contre l'Irak, un ancien héros de la guerre contre l'Irak, qui a été président du Parlement iranien pendant plusieurs années, mais qui auparavant était le responsable du programme nucléaire. Donc il est présenté comme modéré, mais en même temps c'est un modéré faucon, si vous voulez. Alors il est compatible avec les plus durs, mais en tout cas, par exemple, sur le dossier du nucléaire, c'est quelqu'un qui est tout le temps favorable à doter l'Iran de l'armement nucléaire. Et puis il y a un conservateur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Mohamed Bagher Ghalibaf, qui est l'actuel président du Parlement, les conservateurs ayant la majorité maintenant au Parlement, qui est un ancien commandant des gardiens de la Révolution et qui est un ancien maire de Téhéran. Donc un profil un peu à Ahmadinejad, d'une certaine façon. Et dans l'état actuel des choses, s'il n'y a pas un changement rapide de la politique occidentale vis-à-vis de l'Iran, c'est lui qui a le plus de chances de gagner les élections, ou éventuellement Hari Larijani, mais qui n'est pas véritablement un modéré. Donc Trump a rendu un service gigantesque aux plus conservateurs et aux plus durs des Iraniens, ce qui n'était vraisemblablement pas son objectif. Eh bien, merci. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec l'hypothèse que les conservateurs gagnent ces élections.
Qu'en est-il du maintien des ambitions iraniennes sur le croissant chiite? Alors, il serait bon dans un premier temps de rappeler ce qu'est le croissant chiite à nos auditeurs. Et pensez-vous que les Iraniens seraient en mesure de maintenir leurs ambitions combinatoires sur la région, alors même que la clé de voûte d'un bon contrôle passe par la reconstruction? Alors, je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a plusieurs éléments pour répondre à cette question. Le croissant chiite, l'expression, c'est une expression qui a été créée par le roi de Jordanie comme une menace, dénonçant une menace de ce croissant chiite. Alors, c'est le fait que, effectivement, l'Iran a aidé les chiites partout où représentait une implantation quantitativement importante. Donc d'abord en Irak, devant le chaos irakien, il y a 45% de chiites en Irak, puis en Syrie, pendant la guerre civile, puis au Liban, en ayant comme bras armé le Hezbollah en Iran, qui est extrêmement important dans la vie libanaise et au Parlement libanais, par exemple. Et puis également, par un soutien à des gens qui sont qu'on peut vaguement rattacher au chiisme, les Houthis du Yémen. Donc effectivement, c'est l'idée que les Iraniens encerclent en fait les pays où les populations sunnites qui sont présentes en Syrie, en minorité maintenant, qui sont présentes en Irak et qui sont présentes bien sûr dans la péninsule arabique. L'ambition de l'Iran, c'est effectivement d'être une grande puissance régionale. Et de renverser éventuellement la dynastie des Saouds, avec derrière les enjeux sur le contrôle des lieux saints de la Mecque, qui sont aussi des enjeux de gros sous, je dirais, autour de ce pèlerinage. Potentiellement, l'Iran a les capacités, dès lors qu'elle ne serait plus soumise aux sanctions, l'Iran a les capacités de devenir une grande puissance régionale. Elle l'a montré dans les années 70. Elle pourra très vite redevenir une grande puissance industrielle. Elle a le savoir-faire. Elle pourra très vite redevenir une grande puissance en raison de l'importance que représente la vente du gaz, notamment, puisque ce sont les premières réserves de gaz au monde. Et puis, elle s'appuie sur une population de 80 millions d'habitants. Rien à voir avec la population saoudienne. Et elle est à quelques mois de posséder l'arme nucléaire. En grande partie par ses propres moyens. Parce que même si elle a pu être aidée un temps par les Russes, qu'elle est encore vraisemblablement aidée par les Russes, pour l'essentiel, c'est l'université iranienne qui a permis de doter l'Iran d'ingénieurs atomistes capables de travailler à ce niveau-là. Donc il n'y a aucune raison que l'Iran ne maintienne pas ses ambitions, puisqu'elle en a le potentiel. Alors, bien sûr, pour l'instant, ce potentiel est brisé, freiné par les sanctions occidentales. Mais en même temps, c'est ces sanctions occidentales qui continuent de souder la population autour du pouvoir, alors que par ailleurs, sur un certain nombre d'autres éléments, la population montre parfois de l'exaspération, notamment sur les aspects sociétaux. Les jeunes Iraniens aimeraient bien avoir plus de liberté, notamment dans les relations filles-garçons, je dirais, qui sont extrêmement contrôlées, extrêmement rigidifiées par le pouvoir. Et l'Iran est un pays très jeune en population, et cette population jeune aimerait bien obtenir plus de liberté. Mais les sanctions, de ce point de vue, soudent plutôt la population autour du pouvoir et autour des plus durs, des plus conservateurs. Donc il n'y a aucune raison que cette ambition cesse. Avec un projet
iranien, mais un projet qu'avait aussi Rouhani. Il ne faut pas considérer que le modéré, c'est quelqu'un qui est tout blanc et qui va défendre une politique d'amoindrissement de son pays. C'était aussi le projet Rouhani, le projet par la présence en Irak, par la présence en Syrie et par la présence au Liban, d'avoir une possibilité d'établir une route, je dirais entre guillemets, directe entre l'Iran et la Méditerranée, pour notamment l'exportation de pétrole et de gaz, n'étant plus dépendant du golfe Persique et du détroit qui est assez facile à contrôler, de sortie du golfe Persique. Donc il n'y a aucune raison que ça disparaisse. Simplement, si c'est un modéré, on continuera de chercher éventuellement de la part des Iraniens un apaisement des relations avec le monde occidental. Si c'est un radical, eh bien, on n'hésitera pas à provoquer des conflits, éventuellement des conflits guerriers, contre l'Arabie Saoudite ou contre Israël. Il y aura quand même un changement important au niveau des relations internationales, suivant qui remporte les élections. Donc, merci à vous. Pour revenir un peu sur le sujet des États-Unis, des accords sur le nucléaire, il y a Robert Malley qui vient d'être envoyé par Joe Biden pour reprendre des relations diplomatiques plus sereines avec l'Iran et permettre surtout aux États-Unis de revenir dans les accords du nucléaire de l'Iran avec des conditions qui leur sont propres. Pourtant, Robert Malley, il est particulièrement remis en question par les faucons. Mais tout ça, ça m'amène aujourd'hui à vous poser les deux questions suivantes, une à laquelle vous avez un peu répondu. Est-il encore temps d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, comme l'a dit notre président ? Et surtout, ce choix d'émissaire particulièrement controversé, en fait, n'est-ce pas prendre un risque d'exacerber encore plus les tensions entre l'Iran, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, plus que ce n'est déjà le cas, en fait ? Alors, il y a urgence. Il y a urgence. L'accord qui avait été élaboré avec Obama n'était pas parfait. Les Iraniens en particulier ne renonçaient pas à la perspective d'être une puissance nucléaire. Ils la différaient, puisqu'ils s'engageaient à geler pendant 5 ans les recherches, et en particulier l'enrichissement de l'uranium. Mais ils ne mettaient pas fin à cette perspective. Donc là, il y a urgence parce que les élections, c'est au mois de juin. Si le monde occidental veut garder une chance que le pouvoir en Iran reste aux mains de modérés et que le pouvoir ne bascule pas dans les mains du candidat Bagher Ghalibaf, c'est-à-dire d'un très dur, d'un conservateur très dur. Il faut que très vite, c'est-à-dire février-mars, les élections c'est en juin, il faut que très vite l'Iran, et donc Rouhani, qui soutiendra le candidat modéré, puisse montrer les avantages d'un retour sur la table de négociation avec l'Occident. C'est-à-dire qu'il faut très vite que des signes de levée des sanctions, de bonne volonté occidentale, des Américains, mais aussi de ceux qui ont suivi les Américains, dont la France, il faut très vite montrer des signes du retour de l'Iran à la table des négociations et d'une considération par les Occidentaux des problèmes iraniens, qui par ailleurs ont une population qui souffre beaucoup, qui ont aussi des problèmes spécifiques liés à la sécheresse, qui devient de plus en plus grave en Iran, qui perturbe de plus en plus l'agriculture, donc qui renforce la pauvreté de la population. Il faut des signes très vite. Alors c'est possible. Biden a été étroitement associé à la politique du président Obama quand il était vice-président au niveau international. Il a été assez clair dans ses discours de campagne sur la nécessité de réintégrer l'accord iranien, mais c'est une question de temps, une espèce de course contre la montre. Au mois de mai, il sera trop tard, le processus électoral sera lancé.
D'accord, mais malgré tout, en fait, j'aimerais revenir un peu sur la question des États-Unis, puisque c'est principalement eux qui détiennent les clés du problème. Mike Pompeo, qui certes ne fait plus partie de l'administration présidentielle, avait quand même déclaré que l'Iran était le principal fournisseur, ou disons principal sponsor du terrorisme. Alors moi, ça m'amène à poser deux questions. Est-ce que les républicains aujourd'hui sont capables de faire de l'obstruction à cette politique diplomatique, puisqu'on sait que le président est quand même limité aussi par le Congrès? Et deuxièmement, qu'est-ce qui explique ces allégations de l'establishment américain contre l'Iran, en fait? Alors, je vais commencer par votre deuxième question. Les Américains ont été complètement traumatisés par, alors à la fois, je dirais, leur erreur en soutenant, ou en laissant tomber le Shah, et puis surtout par la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, dont je vous rappelle qu'ils n'ont pas réussi à sauver il y a eu une tentative d'intervention américaine pour libérer les otages qui a échoué. L'Iran étant un pays très difficile à atteindre en fait de l'extérieur, et ils ont dû se résoudre à une négociation humiliante pour les Américains après plus d'une année d'emprisonnement de leurs diplomates. Depuis, pour les Américains, les Iraniens, c'est le diable, d'une certaine façon. Bon, en même temps, il y a toujours l'accord qui a été scellé avec Ibn Saoud et puis Roosevelt, qui est toujours très actif entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Alors bon, Mike Pompeo a fait un certain nombre de déclarations, mais vous savez qu'on craignait que jusqu'à la dernière minute, on a craint que le président Trump prenne une initiative extrêmement grave vis-à-vis de l'Iran, ce qu'il n'a pas fait effectivement. Donc Mike Pompeo a mis de l'huile sur le feu. Alors sur ce thème, sur l'Iran, pays terroriste, il faut être très, très précis. L'Iran, effectivement, a commis des actes terroristes dans différents pays étrangers, en France, en Argentine, pour prendre les deux plus importants, c'est-à-dire qu'il a commis des assassinats d'opposants iraniens sur le sol français ou sur le sol argentin. Par ailleurs, l'Iran, lors de la présence de troupes françaises et de troupes américaines au Liban en particulier, a aidé à commettre l'attentat qui a tué plusieurs dizaines de soldats français au début des années 80. Mais, il faut être très clair, l'Iran ne finance pas depuis des années des actes terroristes commis contre les populations occidentales. C'est pas eux qui financent les attentats qui ont pu avoir lieu au Bataclan ou ailleurs. C'est pas eux qui ont commis les attentats contre les tours de New York. Le financement du terrorisme islamique, c'est un financement qui vient de l'Arabie Saoudite, du Qatar notamment, c'est-à-dire de nos alliés, entre guillemets, et pas du tout de l'Iran. Donc on a suivi effectivement le discours américain sur l'Iran qui serait une grande puissance terroriste. On a suivi à la fois parce qu'on n'a pas trop le choix, mais pour autant, on a suivi un discours qui est en grande partie un discours mensonger. Et on a plus à perdre à suivre ce discours, particulièrement un pays comme la France, qui avait de très bonnes relations avec l'Iran auparavant, au niveau économique. L'Iran, 80 millions d'habitants, est potentiellement un marché qui peut être tout à fait prodigieux. On a plus à perdre à continuer de rigidifier nos rapports avec l'Iran qu'à les normaliser. Et en même temps, il faut être conscient que les Américains, de même qu'ils avaient, après le coup d'État de 1953-54,
évacuer les alliés anglais pour s'accaparer l'exploitation des gisements de pétrole. De la même façon, il y a aussi des arrière-pensées américaines quand ils exigent que les Français se retirent du marché iranien. En 2017, après avoir protesté contre le fait que Peugeot continuait d'avoir des succursales en Iran, et continuait donc de faire du commerce avec l'Iran, Peugeot contraint, alors notamment par les dispositions à la fois financières et légales qu'imposent les Américains aux entreprises du monde entier, Peugeot s'est retiré de l'Iran et on a vu apparaître des concessionnaires de General Motors. Donc il y a aussi la volonté pour les Américains de, en forçant un petit peu les pays occidentaux à les suivre dans la politique iranienne, la volonté d'évacuer des concurrents éventuels, parce qu'ils savent très bien, eux aussi, que l'Iran sera un marché prometteur lorsque les choses se régulariseront. Vous nous parliez justement des groupes de terroristes, et notamment de Daesh. Personnellement, je vais revenir sur Daesh. Donc, depuis son émergence, l'Iran a été sur le front pour combattre le terrorisme sunnite. Ils ont entraîné certaines milices syriennes affiliées au régime syrien. De la même manière, l'Iran finance et entraîne des milices irakiennes chiites. L'ensemble de ces actions permettent aux géants perses d'apparaître comme les défenseurs des populations tout en agrandissant leur influence sur les pays concernés. Cette stratégie de maintien de leur influence est-elle possible sur le long terme, alors même que les milices irakiennes commencent à être l'objet d'invectives de la part des populations sunnites ? Alors effectivement, il y a une l'ambition iranienne de devenir, celle que j'évoquais tout à l'heure, la volonté de l'ayatollah Khomeini de proposer un modèle de développement pour l'ensemble des pays musulmans, elle subsiste. Et donc l'idée de l'Iran, c'est d'être une grande puissance régionale et par cette force de peser sur l'ensemble du Moyen-Orient. Les chiites des différents pays, Irak, Syrie, Liban, etc., sont des outils de cette politique. Actuellement, la politique libanaise, par exemple, est complètement tenue par le Hezbollah et donc par l'Iran, de fait. De la même façon, en Irak, le plus souvent, le pouvoir est tenu par des chiites, c'est-à-dire par des gens qui sont alliés, financés d'ailleurs, aidés, armés par l'Iran. Quant à l'intervention au Yémen, pour les Iraniens, c'est l'occasion de déstabiliser l'Arabie saoudite par des troubles dans un pays qui se situe à l'intérieur même de la péninsule arabique. Donc il y a cette volonté de puissance de l'Iran qui s'appuie sur le monde chiite et qui combat le sunnisme partout où il est, y compris au niveau d'un combat réel armé. Alors, il y a deux éléments qui fragilisent cette politique. Le premier élément, c'est que les chiites sont malgré tout minoritaires dans les pays où actuellement ils jouent un rôle important. Ils sont minoritaires au Liban, même s'ils deviennent un acteur incontournable. Et ils sont alors majoritaires en Irak, puisqu'ils représentent 45%, mais il n'y a pas 55% de sunnites, il faut compter les Kurdes. Mais malgré tout, il y a une forte communauté sunnite. Donc en effet, ce que vous dites est vrai. On assiste aussi à des hostilités de population irakienne ou hostilités de population libanaise à l'encontre des chiites. En Irak, on est arrivé à une véritable communautarisation. Il y a des quartiers chiites maintenant, des quartiers sunnites à Bagdad, par exemple, qui n'ont plus de relations, qui ne se fréquentent plus, qui n'ont plus de relations en dehors de celle de faire sauter des voitures sur les marchés publics. Donc on a ce premier risque pour l'Iran. C'est-à-dire que la force, cette puissance, cette présence finit par susciter une réaction, une opposition de ceux qui craignent de passer sous le joug chiite. Et puis, il y a une deuxième difficulté pour l'État iranien, qui est une difficulté intérieure. On a eu des manifestations en Iran
Alors avant l'assassinat de Soleimani, parce que c'est là où les Américains ont commis une grave erreur en tuant Soleimani, on avait des manifestations en Iran, des jeunes notamment, disant il y a des problèmes en Iran, on est dans la misère, on a faim, cessons de dépenser de l'argent pour financer des actions au Liban, en Syrie et en Irak, et que le gouvernement consacre la totalité de ses efforts et de ses ressources pour améliorer la situation en Iran. Donc il y a aussi une contestation iranienne de cette politique d'expansion à l'extérieur. Donc de ce point de vue, c'est toujours difficile de faire de la prospective, mais il n'y a pas un long fleuve tranquille pour les Iraniens, même si l'accord avec les États-Unis redevenait d'actualité, que les sanctions étaient levées. Il n'y a pas un long fleuve tranquille pour les Iraniens dans cette implantation dans les pays voisins. Elle est à la fois contestée par les pays voisins qui considèrent parfois qu'il s'agit d'armées d'occupation, les gardiens de la Révolution, et puis aussi à l'intérieur par des Iraniens qui considèrent qu'ils payent très cher les sacrifices liés à cette ambition hégémonique de l'Iran. Et puis d'autre part, si les accords entre les États-Unis, le monde occidental et l'Iran reviennent, il faudra bien que l'Iran fasse des concessions. Et ces concessions ne pourront pas être simplement l'arrêt des recherches nucléaires. Il faudra aussi sans doute qu'il montre une bonne volonté par rapport au Liban, par exemple, par rapport à l'Irak. En Syrie, il en va tout autrement, puisque actuellement la Syrie est en fait dirigée à la fois par les Russes et par les Iraniens. Mais pour les autres, il faudra sans doute qu'ils montrent de la bonne volonté. Donc, on va atteindre les limites sans doute de cette politique de puissance, mais en revanche, l'Iran pourra développer une politique de puissance économique si elle n'a plus le boulet des sanctions. Merci. Pour revenir un peu sur le volet un peu diplomatie régionale, donc on vous a parlé. Aujourd'hui, les tensions irano-saoudiennes, elles sont très fortes et le plus grand témoignage, c'est la guerre menée par les Saoudiens au Yémen contre les Houthis, qui sont soutenus par les Iraniens. Donc le financement par les Saoudiens des milices salafistes en Syrie et en Irak. Pouvez-vous nous expliquer du coup la genèse un peu de cette rivalité irano-saoudienne ? Quelle est la stratégie d'endiguement des monarchies pétrolières vis-à-vis de l'Iran ? Et est-ce que ça ne va pas être un frein en fait en développement de l'économie de l'Iran en plus des fonctions ? Et quel rapprochement est-ce qu'on peut voir opérer le géant perse dans la région pour tenter de contrebalancer cet endiguement qui lui pèse aussi énormément finalement ? Alors il y a deux choses à prendre en considération. La lutte entre l'Iran et l'Arabie saoudite était inévitable à partir du moment où, dès 1979, l'ayatollah Khomeini affichait des prétentions à faire de l'Iran une puissance régionale, donc nécessairement un concurrent de l'Arabie saoudite qui avait la même prétention. Et à partir du moment où l'ayatollah Khomeini a, dans ce qu'on appelle le testament de Khomeini, entre guillemets, une espèce de testament politique, effectivement, où Khomeini a été très loin dans les critiques à l'encontre de la monarchie saoudienne. Alors, sur les femmes, il a expliqué que le traitement des femmes en Arabie saoudite n'était pas conforme à l'islam, au Coran, donc ça a été très loin. Et puis les critiques que j'évoquais tout à l'heure sur la perversion ou la corruption de la famille saoudienne. Donc cette concurrence était d'emblée, dès 1979-1980, inévitable. Sauf que s'il n'y avait pas le soutien des États-Unis à l'Arabie saoudite, c'est une concurrence extrêmement inégale. D'un côté, on a un pays puissant potentiellement, 80 millions d'habitants, des ressources très importantes, et de l'autre, on a un pays qui a 30 millions d'habitants, 32 je crois, dont les ressources pétrolières sont en train de diminuer, qui n'a pas encore préparé l'après-pétrole. L'Arabie saoudite est désavantagée dans cette concurrence. Ce qui, pour l'instant, lui permet de tenir, c'est l'engagement total des États-Unis à ses côtés, et accessoirement de la France et d'un certain nombre d'autres pays.
l'Iran a trouvé les partenaires, puisque vous évoquez les partenaires. Il a trouvé les partenaires hors du Moyen-Orient. L'Iran est actuellement étroitement lié à la Russie et étroitement lié à la Chine. Dans le cadre de quelque chose dont on parle peu en France, qui est le groupe de coopération de Shanghai, où l'Iran n'est pas membre, pleinement membre, mais où l'Iran est membre associé depuis 2 ans. Ça a conduit à ce que systématiquement à l'ONU, les votes contre l'Iran soient bloqués par le veto américain, par le veto russe, et par le veto chinois. Mais ça a conduit surtout à un accord extrêmement important de vente de gaz à la Chine par l'Iran. Alors les gazoducs sont en cours de construction, qui, à terme d'ailleurs, permettra à l'Iran de surpasser les inconvénients du blocus, puisque il aura, c'est un contrat prodigieux de plusieurs centaines de millions de dollars par an de vente du gaz iranien vers la Chine, qui permettra à l'Iran de contourner en fait les effets financiers et les effets économiques du blocus. Donc l'Iran a trouvé ses alliés. Bien sûr, avec éventuellement, comme toujours avec les Chinois, le risque d'une certaine dépendance vis-à-vis de la Chine. Mais pour l'instant, ça va donner un ballon d'oxygène, aux Iraniens au niveau financier. Et puis, ça donne, avec la Russie, un fort soutien international sur un certain nombre de dossiers, comme le dossier syrien, par exemple. Vous aviez anticipé ma question du coup, parce que j'allais vous poser la question de savoir si l'Iran pouvait se retrouver dans le groupe de coopération de Shanghai. Donc moi c'est une question qui est liée du coup. Vous avez dit que la Chine, si elle se liait avec l'Iran, allait apporter un vent d'air frais économique un petit peu sur le pays. Est-ce que de la même manière, elle peut apporter un vent d'air frais sur la région aussi, du Moyen-Orient, Syrie, Irak? Est-ce qu'elle peut donner les financements nécessaires, donc je parle de la Chine, à l'Iran et à la Russie pour la reconstruction de cette région? Alors c'est dans le cadre de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, le grand projet du dirigeant actuel de la Chine, qui prévoit, alors c'est pour ça qu'on parle de nouvelles routes de la soie, nous occidentaux, puisque ça prévoit de rétablir des routes ou des gazoducs ou des oléoducs permettant à la Chine d'être alimentée d'un côté de produits venant du Moyen-Orient et de l'autre d'amener jusqu'à la Méditerranée des produits à vendre, des produits chinois à exporter. Alors il y a différentes voies qui passent par les républiques d'Asie centrale, qui passent vers l'Afrique, vers l'Éthiopie, mais il y a une voie qui passe par l'Iran et, projet que j'évoquais tout à l'heure, qui rejoindrait la Méditerranée par l'Irak et par la Syrie. Donc les Chinois sont tout à fait intéressés à cette politique iranienne et au financement de la reconstruction. Alors, on verra comment les choses vont se passer, parce que pour ce qui est de la Syrie deviendra ce que les Russes souhaitent qu'elle devienne. Mais la Russie n'a pas les moyens de financer la reconstruction. Donc, est-ce qu'il y aura un accord entre la Russie et la Chine pour financer cette reconstruction? Puisque pour l'instant, les deux initiateurs du groupe de coopération de Shanghai, c'est la Russie et la Chine, donc ils sont alliés pour l'instant. Le tout, c'est de savoir combien de temps cette alliance entre la Russie et la Chine durera. Mais si elle dure, effectivement, la Chine investira pour financer la reconstruction de ces pays, de façon à pouvoir s'y implanter et de déboucher directement sur la Méditerranée, sans passer par le canal de Suez, donc sans risquer d'être soumis à des aléas géopolitiques. D'accord, donc tous les dossiers sont un peu liés au final. Oui, tout à fait. Que ce soit la place de la Russie en Europe. Comme souvent en géopolitique. Oui. D'accord, très bien, merci. Moi, j'ai fait un sacré changement de sujet, on va dire, et je vais venir un peu sur les droits de l'homme et l'Iran. Ça me tenait un peu à cœur. Donc depuis 2019, on constate que les droits de l'homme en Iran, ils connaissent une chute assez importante.
rien que pour parler un peu en droit, les avocats spécialisés dans le droit, ils sont de plus en plus réprimés, arrêtés et dans des conditions particulièrement violentes. Donc aujourd'hui, on sait que pour parler d'un partenaire, la Chine on commence vraiment à parler de ce problème-là en Chine. En Russie, les arrestations d'hier en font aussi parler. Donc, quelles attitudes, en fait, les autorités internationales pourraient adopter face à ces comportements réactionnaires en Iran et qu'en faire? Alors, le problème, c'est... l'Iran n'a jamais été une démocratie. L'Iran a tout le temps été soit une monarchie archaïque jusqu'en 1920, soit après soumis à des dictatures. Dictature du père et du fils Pahlavi, dictature maintenant des ayatollahs. Donc les droits de l'homme n'existent pas, ne sont pas respectés dans ces territoires, de même qu'ils ne sont pas respectés en Chine, pour lesquels d'ailleurs c'est une notion qui n'est pas reconnue. Le risque pour nos pays, c'est de se bloquer là-dessus. C'est-à-dire d'oublier qu'on parle de l'Iran, qu'on ne parle pas de la France, qu'on parle de Téhéran, qu'on ne parle pas du quartier latin, je vais dire, et de se bloquer, de bloquer toute négociation, éventuellement avec l'Iran, en prenant ce prétexte. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant. J'ai d'ailleurs un étudiant de master qui est en train de travailler sur ce sujet sous ma direction, à l'Institut catholique de Paris. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant, c'est qu'au moment où il y avait les manifestations en 1978 contre le Shah, l'ensemble des intellectuels occidentaux, particulièrement des intellectuels français, n'arrêtaient pas de dénoncer le Shah parce que c'était un dictateur. Et, plus frappant, lorsque l'ayatollah arrive au pouvoir en 1979, ces intellectuels, alors dont de très prestigieux intellectuels, Foucault par exemple, écrivent dans Le Monde en applaudissant à la rénovation dont les Iraniens vont bénéficier grâce à l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Alors bien sûr, ils vont vite s'apercevoir de leur erreur, mais c'est quand même tout à fait frappant. Il faudrait éviter de refaire la même erreur. La priorité, pour l'instant, c'est d'éviter que des radicaux permettent à l'Iran d'être doté rapidement d'un armement nucléaire, et surtout d'éviter que ces radicaux dotés d'un armement nucléaire l'utilisent contre Israël ou contre l'Arabie Saoudite, par exemple. Ils n'auront pas des armes pouvant atteindre, bien sûr, les États-Unis. Ils peuvent atteindre le sud de l'Europe, compte tenu des vecteurs dont ils disposent. Et, deuxième urgence, de faire en sorte que le peuple iranien cesse, parce que certes, il subit la dictature et le manque de droits de l'homme, mais pour l'instant, le peuple iranien, il subit surtout la famine, la pauvreté, le dénuement le plus total. Et l'urgence, c'est de sauver ces populations qui sont dans des situations humaines absolument catastrophiques. Après, quand on aura à nouveau noué des liens, quand on aura rétabli des échanges, quand nos entreprises et nos commerces pourront vendre en Iran, etc., viendra le temps d'amener à la détente sur le niveau des droits de l'homme. Mais quitte à choquer, c'est pas la priorité. Parce que si on se fixe cette priorité, eh bien, on va bloquer complètement les situations et on ne va faire que renforcer les plus durs du régime. Eh bien, merci Monsieur Collat. L'émission touche à sa fin, mais juste avant, 2 petites questions rituelles pour terminer. Premièrement, auriez-vous des livres à conseiller à nos auditeurs pour continuer à approfondir ce sujet ? Alors, il n'y a pas beaucoup d'auteurs intéressants sur l'Iran en France. Le grand spécialiste sur la géopolitique de l'Iran, c'est quelqu'un qui s'appelle Hourcade, Hourcade. Donc ça, les livres qu'il produit ou les articles qu'on peut trouver dans la revue Hérodote, par exemple, on peut les lire sans souci, mais
sinon, il n'y a pas grand monde. À la fois parce que pour travailler sur l'Iran, normalement, il faut maîtriser le persan, le farsi, et puis que c'est un pays qui, depuis des années, n'est pas très accessible aux chercheurs. Donc, Ourcad. J'aurais du mal à proposer une autre lecture pour l'Iran. Très bien. Et enfin, dernière question. Lors de la dernière émission sur la Russie, on vous avait demandé un conseil pour la jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous demander un conseil pour nos étudiants qui n'ont pas connu bientôt les présentiels depuis à peu près 1 an, ou en tout cas très peu. Ou en tout cas un message de soutien. Alors bon, le message de soutien, il est total. Les gens de cette université savent que je suis complètement révolté par le fait que les universités soient fermées, sans aucune raison, puisque le rapport de l'Institut Pasteur a montré que les universités n'étaient pas des lieux de contamination, que les lycées sont ouverts, et dans des conditions qui offrent moins de garanties, puisqu'il y a certes que 35 élèves dans une classe de lycée, mais c'est dans une salle qui ne peut en contenir que 36, alors que souvent dans les universités, on peut répartir dans des salles, quitte à diviser les groupes dans des salles plus grandes ou en plus grand nombre. Et que d'autre part, j'ai entendu l'autre jour le ministre de l'Éducation qui expliquait pourquoi les lycées ne devaient pas fermer, et que tous les arguments qu'il donnait, très justes, pour expliquer pourquoi les lycées ne devaient pas fermer, étaient tous applicables à l'université. Le fait qu'il faut continuer de créer du lien social, qu'il faut continuer d'apprendre, qui est la finalité des lycées comme des universités, c'est transférable à l'université. Donc le fait que les universités soient fermées, et qu'on en parle relativement peu, est un pur scandale. Alors, le message par ailleurs positif, c'est qu'il faut dire aux étudiants de tenir le choc. Pour autant, parce qu'on a quand même 450 000 étudiants en France sur 3 millions qui ont abandonné leurs études depuis le mois de juin. Un sixième. Donc il faut tenir le choc. Il faut absolument ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en disant ça vaut plus le coup de faire des études, etc. Ça finira bien par se terminer un jour. Je disais tout à l'heure, avant d'arriver ici, à des collègues, que s'il faisait beau, j'inviterais les étudiants pour mes cours dans un espace public pour faire cours dehors. Et on n'a pas de chance, il pleut sans arrêt, donc je ne peux pas inviter les étudiants à faire cours dehors. Mais il est absolument vital, urgent, que les facs rouvrent. Bien, merci Monsieur Collat. Je pense que moi et nos 2 camarades, nous vous rejoignons sur cette dernière question. Merci pour cette émission qui nous aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre l'histoire de l'Iran et les échéances majeures qui sont à venir et qui viendront toucher de manière directe ou indirecte le monde et la scène internationale de la géopolitique. Merci Monsieur Collat. Moi je vous remercie de la pertinence de vos questions qui montrent que vous avez bien travaillé le dossier. Merci à vous. Merci.